Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour cette rétrospective de la semaine. Mon invité est un peu en retard, nous l'attendons toujours. Le respect de l'heure, ça doit être vraiment des rigueurs. Le temps ne nous appartient pas, à la télé c'est le temps. Voilà, nous commençons directement. L'actualité est marquée cette semaine par les consultations de forces vives par le chef de l'État. Nous vous proposons donc le début de ces dernières et Fang Diong et la société civile réagissent par rapport au dialogue. Suivons. Consensus autour du calendrier électoral, la revendication risque d'être le seul sujet au cœur du dialogue envisagé par le chef de l'État. En tout cas, c'est le souhait des différentes confessions religieuses reçues en consultation ce jour par Joseph Kabila. Pour la délégation de l'Église protestante, le format de ce dialogue doit être pris en compte. Ce n'est pas pour la première fois que nous avons un dialogue. Et le dialogue structuré nous a pris beaucoup de temps, des forces, de l'argent et de toutes les énergies. Nous voulons privilégier plus les consultations. Et si dialogue il y a, il ne faut pas sous forme structurée de la manière de l'Afrique du Sud, parce que cela va perdre notre état matériel qui nous conduiront vers les élections. L'Église catholique a tenu, quant à elle, à rappeler la nécessité de la tenue de telles assises pour la sécurisation et la crédibilité du processus électoral. Pour nous, le dialogue est une voie royale et pacifique de sortie des crises et même un élément constructif de tout système démocratique. Et les évêques ont rappelé que, en fait, tout dialogue doit se faire dans le strict respect, dans le respect absolu des règles constitutionnelles et des institutions en place dans la République, et surtout des délais constitutionnels en ce qui concerne l'organisation des scrutins. Quant aux musulmans, ils interpellent et invitent encore les réticents à adhérer à la démarche. Nous interpellons tous les acteurs politiques de se mettre autour d'une même table pour trouver une solution concertée pour conduire notre pays, surtout ça, vers une destinée meilleure. Rappelons aussi que pour la seule journée de ce lundi, Joseph Kabila a également échangé avec la délégation de l'église kimbanguiste et salutiste. Ce mardi, le chef de l'État va poursuivre ses consultations. Le journal du protocole annonce l'archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengo Passigna, la délégation de l'église de Réveil et celle de chefs coutumiers. Oui au dialogue, mais non aux consultations, c'est la position de l'UDPS qui semble surprendre le MPSA, le mécanisme populaire des suivis de la COCAD d'Addis Abeba. En ce qui concerne l'UDPS, nous avons suivi depuis très longtemps que c'est eux qui réclamaient ces dialogues et qu'en ce moment, ils se rétractent. Cela surprend plus d'une personne, mais nous pensons qu'ils peuvent revenir au bon sens parce que, comme je l'ai dit dans l'introduction, le dialogue est une culture véritablement africaine. L'UDPS semble rejoindre ceux qui boycottaient déjà le dialogue, à l'instar de Franck Diongo du MLP. Ce député national de l'opposition a, à travers une lettre adressée à Martin Kobler, qualifié le dialogue des manœuvres pour repousser l'échéance de l'élection présidentielle prévue en 2016. Les dialogues en soi, dont les consultations constituent une étape, a pour motivation principale comment contourner les verrous des élections présidentielles de 2016, en passant par un semblant de compromis politique pour aboutir à un acte constitutionnel de la transition qui va suspendre l'actuelle constitution et permettra au chef de l'État d'avoir un troisième mandat. Pour le MPSA, une structure de la société civile, refuser d'aller au dialogue, c'est travailler contre le pays. Quelqu'un qui refuse le dialogue, c'est comme s'il ne veut pas de l'entente, il ne veut pas de l'organisation. C'est ça, en tant que membre de la société civile, principalement du mécanisme populaire de suivi de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, nous estimons qu'il faut nécessairement que ce dialogue ait lieu. Les consultations entamées pourraient se clôturer le vendredi prochain. La volonté du chef de l'État est de réunir toutes les forces vives de la nation en vue des élections apaisées.
Mon invité est donc là, Jolino Makelele, très heureuse de vous recevoir. Voilà, un peu de retard, ça arrive. Je crois qu'un petit pépin sur la route. Alors, le dialogue, nous avons commencé par le dialogue. Vous avez suivi le point de vue de ces invités, de ceux qu'on a interviewés tout à l'heure. Franck Diong nous dit carrément que ce dialogue, c'est une façon de contourner le verrou des élections de 2016. Pourquoi prêter des intentions là où il n'y en a pas, au fait? Madame, jamais le chef de l'État n'a dit qu'il va toucher à, ce fameux article à ce fameux article 220. Pourquoi vous lui prêtez autant d'intentions, vous, de l'opposition? Jamais le chef de l'État n'avait dit non plus qu'il modifierait la Constitution, même en ces articles semi-verrouillés. Jusqu'à ce qu'on ait vu qu'en Conseil des ministres, un projet de loi portant révision de la Constitution, affectant en particulier l'article 197 de la Constitution, qui prévoit l'élection des députés provinciaux au suffrage universel direct, que cet article ait pu être énervé par ce Conseil des ministres. Et qui préside le Conseil des ministres, madame, en vertu de notre Constitution? C'est le président de la République. Il ne faut pas qu'on le prenne pour ce qui n'est pas. Il est le président de la République. Et quand il y a une disposition qui est prise en Conseil des ministres, c'est lui qui emporte le chapeau. Donc, alors qu'à l'époque, nous battions pour que les députés provinciaux puissent rester comme des mandataires du peuple, c'est-à-dire élus directement, le Conseil des ministres, lui, contrairement à ce que la majorité laissait entendre, comme quoi nous prêtions des intentions, il ne s'agissait plus des intentions, il s'agissait d'un projet de loi déposé devant le Parlement. Pour revenir au dialogue, madame, le dialogue en question, c'est le président Kabila qui en a pris l'initiative. Il a envoyé son émissaire, M. Dominique, M. Kalev, voir les différents partis politiques. Nous avons dit, écoutez, nous n'avons rien à craindre d'un dialogue. Mais ça dépend de quoi et de qu'est-ce qu'on veut faire, madame. Le dialogue, pour quoi faire? On se rend compte que cette politique de la chaise vide, Jolino Makelele, ça ne paye pas. Allez là-bas et proposez vos revendications. Vous restez dehors. Pourquoi? On doit dialoguer. Vous voulez que la RDC bascule comme le Burundi? Quelqu'un l'a dit d'ailleurs à sa sortie de cette audience, pour le citer, c'est Azarias Rouberois. Vous voulez que la RDC soit comme le Burundi? Madame, franchement, quand l'envoyé spécial du président Kabila est venu nous voir, nous lui avons remis un mémo. Nous de l'opposition, en particulier l'US, nous lui avons remis un mémo. C'est en fonction de ce mémo, et le mémo était clair, nous ne voulions pas d'une rencontre qui puisse, d'une manière ou une autre, insidieuse ou évidente, puisse affecter la Constitution de la République. Donc, nous avons tout dit, tout écrit. La balle était dans son camp, mais nous pensions et nous continuons à penser que ce qu'il n'a pas voulu, c'est-à-dire le vrai dialogue, et qu'il a transformé en concertation nationale, pour nous, qui était un congrès PPRD-bis, nous nous disions, si c'est cela, nous n'allons pas y aller. D'autant plus que le président Kengo lui-même a reconnu que des concertations, des résolutions des concertations qui étaient aux alentours de 650 et dont 100 étaient réputées prioritaires, il n'y a eu qu'à peine 20% d'exécution. Nous n'allons pas prêter les béquilles à un régime grabataire, madame. Mais pratiquement, comment voulez-vous que soit ce format de ce dialogue? Qu'est-ce que vous proposez pratiquement? Puisque c'est vous l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez? Ce format, madame, il a été, j'allais presque dire, avalisé par le président Kabila lui-même. C'est l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces deux instruments juridiques internationaux? Ils ont donner mandat au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies de, j'ouvre le guillemet que je vais refermer tout à l'heure, promouvoir le dialogue en vue d'une réconciliation et de l'organisation des élections. Le point 14b de cette résolution. Madame, le président Kabila n'en a pas voulu, puisqu'il a, à la place, il a convoqué les concertations, alors que la mission était dévolue à M. Kobler, il n'en a pas voulu. Nous avions même fait un geste en disant, on peut se contenter, si j'ose dire, d'avoir une autre personnalité que M. Kobler, si tant est que le président Kabila ne voulait pas de lui. On n'en a pas voulu. On a fait un congrès PPRD-bis. Et là, maintenant, madame, c'est contraire tant à l'esprit qu'à la lettre de ces deux instruments. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas se mettre seuls? Est-ce que c'est impossible aux Congolais de dialoguer seuls, sans un médiateur international? Oui, madame. Mais c'est impossible. Madame, il faut... Vous nous donnez l'impression que les politiques congolais, vous êtes incapables de vous entendre sans un médiateur international. Non, madame. Nous sommes capables de nous entendre et surtout de suivre ce qui est engagé au nom de tous les Congolais. La signature du président Kabila apposée au bas de l'accord cadre s'engage tous les Congolais, madame.
tous les Congolais, y compris le président Kabila. Et si lui ne le respecte pas, alors qu'il en est le garant, que voulez-vous que l'on fasse? Mais surtout, madame, revenons aux choses un peu plus basiques. Dialogue, pourquoi faire? Parce que tel qu'on voit les choses, on nous a dit que le pays n'était pas en crise, les concertations avaient tout résolu, et puis maintenant, on apprend à quelques encablures de la fin de son mandat qu'il y a des problèmes. Nous savons où ils veulent aller. Mais surtout, allons au fond des choses, madame. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans le dialogue qui ne puisse être résolu par les institutions existantes? J'illustre cela par des exemples, madame. Le calendrier électoral qui fait débat. Nous, à l'opposition, nous avons déposé auprès de la CENI un mémo dans lequel nous relevions le caractère irréaliste de ce calendrier, le caractère anticonstitutionnel. Qui voulait un calendrier global. C'est l'opposition qui se battait pour que ce calendrier soit global. Mais naturellement, madame. Et alors, le calendrier est global, mais quand c'est un calendrier assorti des contraintes, dont l'exécution dépend d'une part du gouvernement central, d'autre part du pouvoir du Parlement. Mais vous pensez bien que quand la CENI liste ses contraintes, ça voulait dire, en d'autres termes, c'est une patate chaude que je vous lance. Moi, je fais mon calendrier, libre à vous de faire. Mais pour revenir concrètement à cet aspect, madame, prenons trois aspects de ce dialogue qu'on veut évoquer. Encore que le président de la République n'a encore rien dit de ce qu'il veut de ce dialogue. Rien. Son envoyé spécial se contentant de dire « nous voulons dialoguer, il faut nous proposer un format, tout ça ». Bon, prenons l'exemple du calendrier électoral. Madame, ça c'est... On a dit... L'UNC ne va même pas ces consultations. Madame, on a dit pique et pendre de la position de l'opposition quand nous avons dit référez-vous au cri de frais de la majorité. Ah non, avec votre contre-proposition, vous voulez empiéter sur l'indépendance de la CENI. Donc nous avons dit, calendrier électoral, c'est de la compétence de la CENI. Si la CENI estime que l'enchevêtrement du découpage électoral, de l'élection locale et des élections locales plus provinciales, ça pose problème, il lui appartient à la CENI. Ça c'est un. Deuxièmement, le caractère anticonstitutionnel. Lorsque nous disons que ce n'est pas normal, alors que la Constitution, à son article 5, prévoit à son alinéa 4 que tout Congolais âgé de 18 ans est révolu et qui n'a pas de passé judiciaire particulier doit voter et doit être éligible. Lorsque la même Constitution dit que le suffrage ne peut pas être exprimé par une portion des Congolais, en son alinéa 2, ça veut dire en d'autres termes que si vous ne prenez que les gens qui ont 23 ans et plus, et vous excluez ceux qui ont 22 ans moins, vous violez la Constitution. D'autre part, la même Constitution dit que établit l'égalité des citoyens devant le Congolais. Comment voulez-vous que les gens qui ont moins de 22 ans puissent être égaux devant l'élection par rapport à ceux qui en ont plus? Donc, et les finances, madame. Les finances, ça relève de l'institution gouvernement central. Les lois, ça relève de l'institution Parlement. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire au niveau... Et la guerre, ça c'est encore... on y reviendra. La guerre, ça relève du gouvernement central et ce n'est pas le dialogue qui va produire des armes, des munitions, ni de nouveaux commandants. Ok. Mardi, c'est le deuxième dossier, ce condensé consacré à la signature du Code de bonne conduite par le MLC à la CENI, à la centrale électorale, et de la clôture du séminaire sur l'accord cadre d'Addis Abeba. L'acte posé à ce jour marque la volonté, mais surtout la détermination du mouvement pour la libération du Congo libéral à participer activement à toutes les séances électorales en cours. Reçu sur place par les membres de la plénière de la CENI, l'exercice a été plutôt aisé pour la délégation du MLC libéral conduite par Maître Guy Kachouva. Pour la libération. C'est différent avec le MLC parti État. Les envoyés de Thomas Louaka ont profité de cet événement citoyen pour inviter le membre de la plénière de la CENI à une collaboration franche avec le parti politique. La signature du Code de bonne conduite, c'est aussi un message à l'endroit de ceux qui hésitent encore, qui pensent qu'il y a mieux qu'ici pour obtenir un cadre concerté pour des élections apaisées. Et nous, et la CENI et tous les partenaires au processus électoral, nous voulons des élections apaisées.
Les membres de la plénière de la CENI ont pour leur part saisi cette occasion pour féliciter et encourager le MLC libéral pour son engagement ainsi que son soutien à l'organisation des élections. Au terme de 2 jours de travaux intenses, les participants ont retenu au moins 3 actions prioritaires pour la mise en œuvre des engagements nationaux contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces actions reprises dans un rapport final dévoilé séance tenante à l'intention de l'assistance vont permettre l'identification de voies et moyens afin de dégager une dynamique nationale et régionale des consolidations de la paix et du renforcement de l'autorité de l'État. Le ministère du Plan a eu la mission de veiller à la matérialisation des vœux émis par le participant. Une responsabilité qui ne semble pas échapper à Olivier Kamitatou. En ma qualité de coordonnateur des groupes thématiques sectoriels, le ministère du Plan s'engage à élaborer un plan d'action prioritaire pour l'année 2016 qui sera structuré en fonction des engagements nationaux de l'accord et des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État du New Deal. Ce plan prioritaire servira de soubassement non seulement à un pacte de transition pour la paix, la sécurité et le développement du pays, mais surtout pour l'élaboration du plan national stratégique de développement, mais également pour la finalisation de la matrice de convergence des cadres stratégiques de développement actuels, tant au niveau national que provincial. Il apparaît également très clairement, à l'issue de nos travaux, que le ministère du Plan devra organiser des rencontres sectorielles autour de chaque engagement, afin de finaliser le travail et le structurer pour aboutir à un pacte de responsabilité mutuelle entre le gouvernement et les partenaires au développement. Le dialogue amorcé par le chef de l'État avait également retenu l'attention de participants qui ont plaidé pour la mise en place d'un cadre de concertation permanent et la nomination d'un médiateur national. C'est le vice-premier ministre et ministre de Pétentique qui a eu la responsabilité de clôturer officiellement ces séminaires de 2 jours. Jelino Makele, vous êtes député provincial. Est-ce que c'est légal pour un parti comme le MLC libéral d'avoir le même logo, même couleur, même insigne que le MLC, en fait, comment on peut l'appeler maintenant, MLC originel, on ne sait plus très bien. Est-ce que c'est d'abord légal? C'est une manœuvre de plus de ce pouvoir de faire en sorte que le MLC original de Jean-Pierre Bemba puisse être disqualifié. On a utilisé ce stratagème, si j'ose dire, pour discréditer le MLC. Mais ça n'a pas marché, madame. Ça n'a pas marché. Tout le monde reconnaît, le MLC se reconnaît par Jean-Pierre Bemba. Et quand vous n'avez pas Jean-Pierre Bemba avec vous, vous avez discourir. Thomas Louaka se réclame de Jean-Pierre Bemba aussi, mais c'est là aussi la confusion. Jean-Pierre Bemba a écrit pour dire, et il a nommé Madame Bazaïba comme secrétaire générale, madame. Donc le reste, c'est du tralala, et le pouvoir en place, le pouvoir kabiliste a voulu utiliser cela pour diviser l'opposition, diviser d'abord le MLC, comme il en avait l'habitude, et affaiblir l'opposition. Dieu merci, nous ne sommes pas tombés dans ce panneau-là, et aujourd'hui, d'ailleurs, nous étions surpris de voir que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a finalement agréé la lettre, a pris acte de la lettre de Jean-Pierre Bemba, affirmant que le siège de l'UNC, le siège du MLC se trouve bien avenue du Port et non ailleurs, c'est-à-dire là où il y a le secrétaire général nommé par lui. Ça voulait dire en d'autres termes qu'on disqualifiait Thomas Louaka et ses acolytes. Et donc ça voulait dire en d'autres termes que nous savions ce qu'il y avait derrière. Le président Kabila et sa majorité entrevoyaient déjà un dialogue. Ils voulaient que ce dialogue fût d'une certaine manière inclusif et avec le MLC à la base. Mais le MLC ne s'est pas laissé prendre dans ce piège et le MLC n'a pas décidé. Vous êtes aussi député provincial. C'est vrai que le terme glissement est à la mode et beaucoup disent d'ailleurs que vous ne focalisez que sur le glissement probable de l'institution présidence de la République. Et pourtant, vous avez glissé, vous avez fait 2 mandats full gratuitement aux frais de
la population, aux frais de notre argent. Alors prochainement, en 2016, à quoi servent encore les assemblées provinciales? Est-ce que vous impactez au fait sur la gestion de la République? Franchement, Jolino Makelele. Oui, s'agissant du glissement et puis des deniers publics, je dirais que même, à supposer même qu'on ait fait 5 ans, après nous, il y aurait eu d'autres députés qui auraient fait 3 ans, 4 ans, 5 ans comme maintenant, et donc qui seraient quand même en état de travailler et de percevoir des émoluments dus à leur situation. Vous avez glissé, il faut admettre que le vrai glisseur, c'est vous. Hein, oui, en fait. madame, ce n'est pas de notre faute. Il faut quand même rappeler que la Constitution dit que les députés actuels quittent leurs fonctions à l'entrée de nouveaux députés provinciaux. Et donc, si la CNI et le pouvoir en place ne savent pas organiser les élections, donc vous en profitez en fait. Hein, on n'en profite pas, mais on est là jusqu'à ce que moi personnellement je suis demandeur des élections. S'agissant de mission de l'Assemblée provinciale, les gens disent beaucoup de choses évidemment, souvent en mal de notre Assemblée, mais il faut quand même, je répète. Parce qu'à toutes les assemblées, hein, c'est pas seulement ça de Kinshasa. Il faut quand même que les gens, à l'occasion d'ailleurs des échéances à venir, posent les vraies questions aux candidats entrants et aux députés sortants. Il faut toujours se demander, les députés, qu'est-ce que vous avez fait pour nous, pour parler en notre nom, parce que vous êtes nos mandataires, et des problèmes qui nous accablent. Deuxièmement, qu'avez-vous fait comme contrôle, parce que l'une des missions des assemblées des députés provinciaux, c'est de contrôler le gouvernement provincial et les services publics rattachés à ce gouvernement. Troisièmement, c'est d'être le porte-parole, c'est-à-dire venir dire, même occasionnellement, ce qui ne va pas dans votre contrée. Et enfin, il faut exposer à la face du monde ce qu'est la ville de Kinshasa. Alors, il faut donc, demander qu'est-ce que vous avez fait, vous, députés, qui êtes là, par rapport à votre électorat. Deuxièmement, qu'avez-vous fait du contrôle? Vous n'avez pas impacté, en fait, sur la vie et sur la gestion de la chose publique. Oui, hein, madame, parce que vous n'avez pas tellement tort, mais je crois qu'on ne peut pas tout généraliser. Moi, je ne me laisserai pas glisser dans cette généralité, parce que je pense, sans fausse modestie, que j'ai travaillé du mieux que j'ai pu. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour la population d'Ndjili qui me suit ici, qui sait que j'ai été celui qui a complètement reparé l'avenue Maître Croquet, et c'est lui qui a reparé la place Saint-Thérèse, c'est lui qui a fait le marché de Bangobo, ce qui n'est pas dans mes missions de député. Mais ça, c'est l'attachement que j'ai à l'égard. Aujourd'hui, il y a plusieurs candidats déjà qui se bousculent au portillon des assemblées provinciales pour les prochaines élections, et c'est vrai que le critérium, en tout cas, est revu à la baisse. Hein. Personnellement, et une certaine opinion le pense. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, Jolino Makelele, que les assemblées provinciales et même l'Assemblée nationale deviennent aujourd'hui un fourre-tout où tout le monde cherche à se caser pour avoir quelque chose, parce que c'est le seul endroit pour avoir un peu d'argent. En fait. Je réponds rapidement à cette dernière question avant de poursuivre avec la précédente. Je dirais que bon, le peuple a toujours raison. C'est le peuple qui élit tout ce monde-là. Si quelqu'un vient, c'est un farfelu ou quelqu'un qui est sérieux, c'est le peuple qui fait le choix. Mais non, le critérium doit être établi déjà par la CENI pour casser un peu tous ces aventuriers, tous ceux qui ont cette double nationalité, entre guillemets. Le problème de la double nationalité, c'est encore un autre aspect. Mais pour ce qui est des candidatures, écoutez, ça c'est les gens posent leur candidature et c'est au peuple. Mais pour revenir un peu au travail du député, j'ai fait, moi personnellement, ce que j'ai fait, que je viens de citer, le marché de Mangobo, l'avenue Maître Croquet, etc. Mais par ailleurs... C'est maintenant qu'il y a les élections que vous semblez donner votre bilan. Hein. Non, mais on fait un bilan qu'à la fin de son mandat. Mais j'ai été quand même l'auteur de plusieurs contrôles à l'Assemblée. J'ai été l'auteur de 4 questions orales avec débat. J'ai été l'auteur de motions. Je suis l'auteur, pour l'instant, de l'interpellation du gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est la première fois. Non, c'est-à-dire que j'ai posé des questions à travers les questions orales à des ministres, les réponses que j'ai reçues tant sur le problème environnementaux, tant sur le problème de la sécurité, tant sur le problème des transports, des routes, ce sont des réponses qui n'ont pas satisfait mes électeurs. Et donc, là, j'ai décidé que le plus important d'entre les ministres et le gouverneur viennent. On m'a dit qu'il vient la semaine prochaine. Une petite question par rapport à l'accord cadre. Et pourtant, on nous dit, Jolino Makelele, la RDC est le seul pays parmi les pays de la sous-région de Grand Lac qui respecte les accords signés. Et pourtant, par rapport à l'accord cadre, on a l'impression qu'on piétine un peu. Est-ce vrai? Il y a d'autres dispositions de l'accord cadre qu'on n'a pas respectées en République démocratique du Congo? Oui, madame, mais moi personnellement, je vous dis, ce qui est essentiel pour le Congo, c'était quoi? C'est-à-dire on a eu un problème qui a abouti de gouvernance. Et rappelez-vous, madame, quand le président Kabila
quand la guerre avec le M23 a commencé, nous étions contre que le président Kabila allât rencontrer le président Museveni et Kagame au Rwanda. Puisque nous savions que nous devions être humiliés. C'est ce qui s'est passé. Le président Museveni et le président rwandais nous ont dit non, ce n'est pas un problème du Rwanda, de l'Ouganda, c'est un problème congolais. Nous étions humiliés. Puis finalement, on nous a dit discuter. Nous avons discuté, même si certains ministres célèbres ont dit qu'il n'y a pas eu d'accord. Mais quand vous prenez ce qui a été convenu, c'est-à-dire la part reconnue par le gouvernement congolais et la part dévolue au M23, vous les mettez ensemble, ça forme un accord. Et c'est ce qui est en train d'être exécuté. Mais, en fait, la communauté internationale a dit au Congo, c'est celui. Il y a une guerre, mais ces guerres, nous avons l'impression que ça vient surtout des problèmes de gouvernance. Donc, il faut vous mettre autour d'une table pour arrêter ces problèmes de gouvernance. De mal-gouvernance. Donc, c'est un problème, c'est un camouflet à l'égard de notre pays que la communauté internationale en arrive à s'ingérer. Donc, ceux qui clament haut et fort la souveraineté du Congo n'auraient pas pu signer un tel document. Donc, vous comprenez que, en ce qui concerne l'accord cadre, je reviens là-dessus, le président et le dialogue, le président de la République n'en a pas voulu et maintenant il en veut. Nous disons chat échaudé craint l'eau froide. Nous savons que c'est par des manœuvres dilatoires qu'ils veulent contourner la Constitution. Nous n'allons pas prêter des béquilles à un régime grabataire. Voilà. L'anniversaire du chef de l'État, le 4 juin, est tombé en pleine consultation. Les journalistes présents sur le lieu lui ont présenté les vœux au chef de l'État. Et notre anniversaire, mine de rien, ça fait déjà 5 ans que l'activiste de droits de l'homme, Floribert Chebeya, a quitté cette terre des hommes. Suivant. Depuis des années maintenant, elle a été celle qui aura le plus traversé le temps avec Joseph Kabila. En ce 4 juin, jour de son anniversaire, elle était encore présente. La presse congolaise, qui a accompagné ses premiers pas comme chef de l'État, a offert de manière spontanée un cadeau en ce jour exceptionnel aux Raïs. Il s'agit d'un tableau sur lequel on peut voir 2 mains mises ensemble. Juste en bas de cette empoignade se trouve un micro. Signe de collaboration et de partenariat qui a toujours caractérisé la relation entre le président de la République et la presse, et tout autour, quelques journalistes présents ont signé et inscrit leur nom. S'en suivra une série de présentations de vœux au président qui totalise 44 ans d'âge, une photo de famille, le tout sur fond d'une ambiance de convivialité. Floribert Chebeya a été assassiné dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, lui et son chauffeur, Fidel Bazana. 5 ans après leur décès, la Voix des Sans-Voix, dont ils étaient respectivement directeurs exécutifs et chargés des dispatching, ne les oublie pas. Au cimetière de Mbenseke Nouvelle Cité, l'on est venu pour le recueillement sur la tombe de Chebeya. L'émotion était toujours grande pour la Voix des Sans-Voix qui réclame justice. Pour que les vrais auteurs et commanditaires de l'assassinat des 2 défenseurs des droits humains répondent de leurs actes criminels. La VSV saisit cette occasion pour dénoncer une fois de plus l'impunité dont jouit le suspect numéro 1 dans cette affaire. L'ambassadeur des Pays-Bas était également au rendez-vous. 5 ans après le procès sur la mort de Floribert Chebeya se poursuit, sa famille veut en savoir un peu plus. Très insupportable. Une histoire dramatique qui continue à souiller l'image de marque de notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, et surtout les autorités qui la dirigent, en faisant une sourde oreille, comme si rien n'a été. La famille Bazana était aussi du nombre. Elle exige toujours de retrouver le corps de son illustre disparu. Au nom du respect des droits de la personne humaine, de l'instauration d'un état de droit et qui suit, que la justice soit rendue et que les vrais auteurs, co-auteurs, complices ou commanditaires de cet acte odieux d'assassinat soient bien identifiés, jugés et condamnés. Que les dommages et intérêts conséquents soient alloués à la famille de la victime. Que le corps du défunt nous soit remis pour des funérailles dignes
et conforme à notre coutume. Les centres Carter avaient également un délégué, comme pour dire tous sont unis pour défendre leur cause. Le souhait de la voix des sans-voix est de voir le vrai auteur et commanditaire de l'assassinat de ces deux défenseurs des droits de l'homme répondre de leurs actes. J'ai un homme à Kelele le 4 juin, c'est l'anniversaire du chef de l'État, mais quand même, ce n'est pas une journée fériée comme en Guinée équatoriale, où à l'époque de Mobutu, le 14 octobre, si je ne me trompe pas, était une journée fériée. Donc le président de la République ne fait pas une culte de la personnalité, en tout cas, sur ce point-là. Bon, chaque personnalité a sa façon d'appréhender cet événement. Et moi, je pense que c'est un événement qui relève plus de la vie privée que de la vie publique. Et quand même, l'apport des journalistes, vous trouvez à redire, c'est quand même, les journalistes accompagnent quand même l'action du chef ou l'action du gouvernement, des assemblées provinciales. Oui, j'aimerais beaucoup qu'ils gardent cette indépendance d'esprit, qu'ils ne se départissent pas de leur liberté de ton, de la manière d'appréhender leur travail journalistique, parce que la proximité peut parfois corrompre. Par rapport à Chebeya, ça fait mine de rien 5 ans. Moi-même, ça m'a étonné un tout petit peu que le temps passe très vite. Mais pourquoi son procès piétine-t-il autant? Toujours pas tranché, toujours pas d'éléments nouveaux par rapport à ce dossier de Chebeya? C'est tout simplement parce que c'est un procès qui a beaucoup de sous-entendus. C'est un procès dont d'abord l'exécution de Floribert Chebeya s'est faite dans des conditions, j'allais presque dire, compliquées, dont l'élucidation appartient à certains responsables qu'on ne sait pas faire venir à la barre. Et donc, moi, je pense que la justice a tout à gagner à faire la clarté là-dessus et en toute indépendance, c'est-à-dire à faire venir tous ceux qui peuvent apporter un éclairage sur ces dossiers, de manière telle que, aussi bien le pays, tous ceux qui nous regardent et surtout la famille puissent être rassurés quant à ceux. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, nous nous rendons donc à l'Assemblée nationale où s'est tenue une plénière de cette institution et comme à l'accoutumée, rendez-vous chaque mercredi entre la mission onusienne au Congo et les Chevaliers de la Plume. Ils sont nombreux à courir derrière la motion de défiance contre Justin Kalumba, ministre des Transports et Voies de Communication. Ce dernier, à travers une correspondance, avait remis en cause la gestion de la plénière au cours de laquelle il était venu défendre son projet de loi portant code de la route. La démarche de ce membre du gouvernement est loin de plaire à la représentation nationale. Aujourd'hui, le prestige ou la crédibilité de toute une institution tient à un seul individu qui s'appelle Kalumba, alors que nous connaissons sa gestion dans le dossier Transco, nous connaissons sa gestion dans le dossier Congo Airways. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez trouver une pile de questions orales, d'interpellations que j'ai déposées sur le ministre Kalumba, et aujourd'hui venir jeter en pâture l'honneur de toute une institution, alors que le travail qui a été fait, un travail bâclé, la loi qu'il a amenée ne pouvait pas être débattue à l'Assemblée nationale et ça pouvait se rester dans le domaine réglementaire qui pouvait le faire seul sans vouloir engager aujourd'hui l'Assemblée nationale dans une loi qui serait anticonstitutionnelle. Clément Kankou s'engage à figurer sur la liste de signataires. Ces députés nationaux espèrent aussi l'aboutissement de cette démarche. Nous allons soutenir cette démarche pour qu'aucun ministre dorénavant ne vienne faire la même démarche et que l'Assemblée nationale soit respectée parce qu'elle représente la population congolaise dans son ensemble. Justin Kalumba succède au professeur Évariste Bouchab sur la liste de motions de défiance. La dernière interpellation en la matière avait divisé majorité-opposition. D'ailleurs, une commission spéciale a été mise en place pour statuer sur la prédominance de la motion de défiance et celle dite incidentielle. Ne devons-nous pas attendre le rapport de la dite commission avant de programmer la motion Mutualé? L'avenir nous en dira plus. La MONUSCO condamne avec fermeté l'attaque militaire de l'aéroport de Goma, attaque intervenue dans la nuit des 2 juin dernier. Elle qui a salué la réaction vigoureuse de l'armée loyaliste confirme le bilan qui fait état d'un mort dans le rang des assaillants
et 3 autres appréhendés par le FARDC. Selon la mission onusienne, les investigations sont déjà en cours, aussi bien du côté gouvernemental que de la MONUSCO, ce afin d'éclairer l'opinion publique sur le véritable mobile de cette attaque. J'étais à Goma dans le moment que le bandit, un petit groupe, a attaqué l'aéroport. Il y avait la réaction de la garde républicaine, de la FARDC et de la police nationale. C'est un bandit qui le but, c'est l'instabilité, parce que ce n'est pas possible de croire que ces bandits vont créer une situation d'instabilité à Goma. Goma, c'est parfaitement stable. C'est une ville qui, à ce moment, il y a beaucoup de développement. Il n'y a pas d'espace pour ce type de bandits. Et la réaction de gouvernement, du gouverneur de la province, de las autorités et de la FARDC, de la garde républicaine est appropriée. Et il n'y a pas de problème à Goma à ce moment. Selon le général Santos, la situation sécuritaire à Goma est sous le contrôle des forces onusiennes et congolaises. Autres incidents dénoncés et condamnés par la MONUSCO, c'est le pillage de villages de Kingi et Katembe à Sake. Ici, au moins 3 individus ont été tués et 2 autres blessés, y compris un enfant, à la date du 31 mai dernier. Jolino, quelle est une énième attaque encore dans la ville de Goma? On s'était réveillé avec beaucoup d'interrogations, mais on se pose toujours la question, est-ce que cette partie de la République ou cette ville n'est toujours pas sécurisée? Facile à attaquer, la ville de Goma? Madame, cette problématique met en lumière celle de l'autorité de l'État. Quand vous avez les plus hautes autorités de l'État qui font un déplacement pour aller apaiser les esprits dans un recoin quelconque de la République. En l'occurrence, c'était Goma, puis c'était Béni. Les plus hautes autorités de l'État. Et qui promettent que plus rien ne sera comme avant. Et que d'un quart de tour seulement, lorsqu'ils montent dans leur avion, ça commence à crépiter, que effectivement ce soit le contraire qui se passe, ça témoigne de la déliquescence de l'État et donc de l'absence de l'autorité de l'État et donc d'une absence de leadership politique dans ce pays. Ça n'existait pas. Soit vous n'êtes pas suffisamment informé, vous ne prenez pas de tels engagements, soit vous êtes informé quand vous prenez de tels engagements et les choses vont dans le sens que vous dites. Si c'est le contraire, nous avons eu, je ne citerai pas quelles autorités, mais vous pouvez suivre mon regard. Madame, c'est gravissime. Lorsque un point névralgique, comme un aéroport, peut être attaqué par des gens qu'on qualifie de bandits et qui mettent la ville en émoi, tout comme lorsque Béni est attaqué, les gens massacrés. Je profite pour saluer nos compatriotes de Béni et leur témoigner ma compassion par rapport à la douleur qu'ils éprouvent. Mais, madame, c'est quand même terrible. Est-ce qu'il faut attendre qu'un Vital Kamerhe fasse la tournée de l'Est pour aller compatir avec ces gens-là? Ou peut-être c'est parce que justement lui et les autres sont dans un état où ils ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues. Non, madame, nous sommes dans une situation d'absence d'État. Donc quand il y a une absence d'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'autorité dans la rue, l'autorité, j'allais dire, l'autorité politique, et l'autorité, le commandement est dans la rue, eh bien ça, on a ce qu'on a. Donc il ne faut pas que les gens, quand ils nous disent non, on a vaincu les M23, on a vaincu les FDLR, en fait les gens bombent les biceps, mais en réalité quand vous scrutez, il n'y a rien de tout cela. Et moi je pense qu'il est grand temps que les gens, nous avons entendu par exemple à Béni, les responsables éminents des églises dire qu'il faut changer tous les commandements militaires. Vous avez entendu un changement quelconque là-dessus? Je ne dis pas que c'est la Bible qui a parlé, mais quand même, lorsque et la population et ces gens-là constatent qu'il y a des problèmes au niveau du commandement, il faut réagir rapidement. Il faut écouter cette population. Il faut réagir rapidement. Par rapport, nous revenons donc à l'Assemblée nationale. Vous avez vu que cette fois-ci, il y a encore un énième motion de défiance. On se pose la question d'ailleurs à quoi ça sert, puisqu'on sait que, comme on le dit toujours, il n'y a pas 203.
Donc, on n'est pas très sûr que Justin Kalumba tombera malgré cette motion de défiance, mais quand même, on revient avec cette problématique des motions de défiance. Il y a même toute une commission qui a été formée pour statuer sur cela. Est-ce que, est-ce que chez vous, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, motion de défiance, question orale et tout ça, ça joue vraiment son... est-ce que ça impacte sur les autorités? Est-ce qu'ils vous écoutent, ils viennent répondre à vos questions et tout ça? Oui, madame. Pour ce qui est des procédures, hein, et la plupart des autorités viennent, sinon ce serait un outrage à l'Assemblée, et il y en a un qui a osé outrager l'Assemblée, qui en a payé le prix. Mais le reste, c'est un rapport de force au sein de l'Assemblée. Donc il y a une majorité, il y a une minorité, et puis il y a les indépendants que nous sommes, et puis voilà, c'est le jeu classique, le jeu parlementaire classique. Mais moi, ce que je déteste ou ce que je désapprouve, c'est le fait que les gens, certains députés, puissent avoir des a priori sur comment dire, les démarches entreprises par leurs collègues qui exercent leurs droits et qui sont prêts. Ce sont des motions achetables, de motions qui sont commanditées, des motions achetables, qu'il y a des enveloppes qui circulent par rapport aux motions. Moi, personnellement, je suis incorruptible. Je le répète ici. Aucun ministre, aucun gouverneur, aucun responsable ne peut venir influencer mon vote par l'argent. Ça n'existera pas. Ça n'existe pas et ça n'existera pas. Vous êtes unique, Jolino Makelele. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas, je ne suis pas le seul parce que j'allais parce que l'acte majeur d'un gouvernement, c'est son budget. Eh bien, à l'occasion de ce budget, je crois que depuis pratiquement 5 exercices budgétaires, nous sommes à 2, 3 à voter contre ou à s'abstenir. Donc, on ne le fait pas par plaisir, mais parce que quand moi, personnellement, je m'abstiens, ça veut dire que je trouve des choses qui sont bonnes, je trouve aussi des choses qui sont mauvaises et qu'en faisant les comptes, j'estime qu'on ne peut pas tout condamner. Mais quand je vois que ça ne va pas du tout et que ce qui est mauvais l'emporte sur ce qui est bien, je vote contre et c'est ce que je fais. Et d'ailleurs, je vous le dis, l'interpellation que je lance à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa... C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'ensemble de la problématique de gestion de la ville de Kinshasa. Vous avez des problèmes environnementaux. Madame, vous savez que si vous allez au marché Matadi Kibala, au rond-point Ngaba, à Gambela, et partout ailleurs, vous allez voir nos mamans, les dames, en train de vendre des biens de première consommation, les légumes, à même le sol. Quand vous allez à Delvaux, vous allez à Éthiopie, vous allez voir un quartier entier de viande qui est là du lundi jusqu'au vendredi, dans des conditions inacceptables. Quand vous voyez les tapages nocturnes et diurnes, madame. Et pourtant, le gouverneur a déjà promulgué des édits par rapport et tout ça. Je suis heureux. Qui ne respecte pas. C'est la population qui n'obéit pas, qui ne respecte pas. Je suis heureux de vous entendre dire ça. Mais quel est le rôle de l'État? C'est de faire en sorte que les gens respectent les lois. L'État, c'est à la fois le gouverneur, c'est à la fois les ministres qui sont sous son autorité, c'est à la fois la justice, mais il faut impulser tout cela. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez les obscénités qui sont proférées à l'occasion des funérailles, moi je ne peux pas accepter cela. Et quand vous voyez les nuisances sonores, madame, nos enfants ne savent plus étudier, déjà qu'ils ont des problèmes avec le courant, parce que ce pouvoir n'a pas pu alimenter tout le monde en électricité. Et quand vous avez ça, et que les enfants, par ailleurs, doivent écouter des décibels de bruit, ça ne va pas. Et quand vous avez, en matière de transport, tous ces bus dont on nous a dit qu'ils étaient en mauvais état, en piteux état, qui ne pouvaient pas circuler dans la ville de Kinshasa. Qui auraient pris à circuler allègrement. On retrouve une partie à l'échangeur de limité, mais le reste circule. Et quand vous avez, madame, les problèmes de route, allez regarder du rond-point Victoire Gambela, allez voir Bongolo, allez voir... Tout ça relève de la ville de Kinshasa. Et donc, moi, je pose toutes ces questions, madame, et naturellement, le charnier de Maluku. Parce que, comme vous le savez... Ça aussi, c'est la compétence à l'Assemblée nationale, rappelez-vous, on avait interpellé le vice-premier ministre Bochab. Lui, il avait dit non, c'est du domaine de la ville de Kinshasa. Et moi, quand, dans mon interpellation, je demande à ce que le gouverneur vienne, nous donne de plus amples explications, parce qu'à l'Assemblée nationale, cela n'a pas été fait, je voudrais espérer que la sagesse
du bureau fera que cette interpellation vienne la semaine prochaine. Mais vous avez compris quand même la réaction du ministre Justin Kalumba par rapport à sa proposition de loi qui a été rejetée par l'Assemblée nationale. Il n'est pas très content. Hein. Oui, madame, il n'est pas très content, mais à chacun son rôle. Lui, il vient avec une proposition. Madame, lorsque vous venez avec un projet de loi et que vos services ne savent pas que ce projet de loi relève du domaine réglementaire, c'est-à-dire que vous pouvez agir par voie d'arrêté ministériel au lieu que ce soit une loi parce qu'il y a des dispositions légales qui encadrent déjà la matière. À qui la faute? C'est à votre cabinet qui n'est pas peut-être bien étudié intellectuellement ou sur le plan documentaire. Et donc, c'est à vous d'assumer toutes ces responsabilités. Mais chez nous, dans ce pays, vous savez que... C'est la réelle problématique de la composition des cabinets des ministres. Ah, non seulement ça, non. Ça relève, c'est cette problématique. Qui doit faire partie des cabinets? C'est vous les partis qui imposez des gens au cabinet politique, au cabinet ministériel, pardon. Ce sont les ministres qui doivent se dire avec qui je vais travailler pour que les intérêts de la nation soient bien servis. Sans oublier la pression des partis politiques. Vous obligez deux fois les ministres de recevoir tel ou tel cadre parce qu'il fait partie de votre parti. Mais voilà les conséquences sont là. Les conséquences malheureuses affectent le ministre et son parti. Alors c'est un parti qui est, j'allais presque dire, qui ne sait pas réfléchir. Chez nous, à l'UNC, ce genre de choses ne viendraient pas. Ok. Deux ministères ciblés cette semaine, mesdames et messieurs, la santé où le ministre a réagi par rapport au prix remis au docteur Mouyembe, spécialiste de la fièvre hémorragique Ebola, et au budget où il y a eu une nouvelle nomenclature par rapport à ce dernier. C'est une promesse bien tenue par le gouvernement. 500 kits d'accouchement à raison d'un kit par député et 108 kits à raison d'un kit par sénateur. Chaque parlementaire est tenu d'amener ces kits d'accouchement dans sa circonscription électorale pour équiper les maternités. Le but poursuivi est la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Le kit comprend une table d'accouchement et sa boîte appropriée, ainsi qu'un colis de médicaments essentiels. Le docteur Félix Kabange-Numbi, ministre de la Santé. Certes, des grandes avancées ont été réalisées dans le domaine de la santé ces 10 dernières années, mais les défis à relever restent importants et nous obligent à redoubler nos efforts et à financer davantage le secteur de la santé, notamment par l'accroissement de la part du budget réservé à la santé. Il préconise plusieurs actions, dont la couverture sanitaire universelle, ciblant en priorité les populations vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, en utilisant l'approche de distribution des kits familiaux lors des consultations prénatales, des consultations préscolaires et au moment de l'accouchement, comme moyen pour améliorer la disponibilité des 13 médicaments qui sauvent les vies des femmes enceintes et des enfants et d'améliorer l'accès financier. Cette remise est une promesse tenue du ministre de la Santé alors qu'il répondait à une question orale avec débat sur la circulation des faux médicaments au pays. Après la remise symbolique de ces kits, le ministre de la Santé et les deuxièmes vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont sortis pour donner les go de 12 camions contenant des médicaments pour 6 zones de santé du Bas-Congo et 6 autres zones de santé de la ville de Kinshasa. Félix Kabange-Numbi a promis pour la semaine prochaine le convoi des camions de médicaments pour la province de l'Équateur. Après un logiciel de paye pour lutter contre les doublons, voici une nouvelle nomenclature budgétaire en recettes et dépenses. Pour certains, il s'agit d'une révolution dans le secteur. Cette modernisation consacre 5 jours d'atelier de validation et comporte près de 4 innovations fondamentales qui différencient cette nouvelle nomenclature budgétaire à l'ancienne. Il s'agit entre autres de l'intégration de la classification par secteur d'activité. Cette codification va ainsi permettre l'identification des recettes minières totalement produites tant au niveau des provinces que du pouvoir central. Le ministre d'État et ministre du Budget a quant à lui loué les efforts consentis par les orateurs et participants à cet atelier. Michel Bongongo va en profiter pour inviter les ordonnateurs, les comptables, les sous-gestionnaires des crédits ainsi que les contrôleurs des dépenses de s'approprier ce nouvel outil, ce à tous les niveaux
et a travaillé pour sa vulgarisation. À présent, il nous revient de gagner la bataille de la mise en application de cette nouvelle nomenclature à partir de l'exercice budgétaire 2016. Cela passe notamment par sa vulgarisation au niveau central et provincial pour que les prévisions budgétaires soient élaborées dans le respect de la classification qu'elle définit. Pour rappel, la clôture de cet atelier de validation de la nouvelle nomenclature budgétaire a connu la présence des députés nationaux, membres de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'élément proposé était par rapport au prix de Dr Muyembe, mais nous avons quand même suivi cet élément par rapport à la santé, au kit proposé par le ministre. Mais nous revenons au Dr Muyembe, qui est une grande figure, hein, vraiment un grand chercheur dans notre pays, et qui, cette fois-ci, a été vraiment honoré d'un très très grand prix. Quelles sont vos impressions, Joëno Makelele? D'abord, je dois rendre hommage aux gens, aux intellectuels qui travaillent avec beaucoup d'abnégation. Je parle d'abnégation, c'est-à-dire un dépassement de soi par rapport aux moyens qu'on met à leur disposition. Les chercheurs de la trempe du professeur Muyembe en Europe sont recherchés, ils sont presque commercialisés. C'est-à-dire que quand ils sont là, il y a une université ou une pharmacie qui apprend que tel chercheur est capable de telle prouesse. Les transferts de ces gens, excusez-moi, comme en football, ça coûte cher. Et nous n'avons même pas une idée de ce qu'ils peuvent représenter, ces gens-là. Quand vous voyez le docteur Mukwege, quand vous voyez le professeur Muyembe, vous voyez, c'est de l'extérieur qu'on apprend leur mérite. C'est ça. Pourquoi les Congolais, on ne parvient pas à saisir vraiment l'importance de nous? On dit peut-être parce qu'on dit que nul n'est prophète chez soi, on ne comprend pas pourquoi on a des éminences grises dans ce pays, mais nous-mêmes, on ne leur octroie pas des prix. Est-ce qu'il n'y a pas de prix à décerner en République démocratique du Congo pour les chercheurs, pour les savants, à part les prix pour les artistes et musiciens? Bon, c'est pas qu'on les minimise un tout petit peu, mais quand même la culture, le pays a plusieurs volets, il y a plusieurs secteurs, à part la musique, à part la culture, il y a les sciences, il y a tout ça. On ne peut pas octroyer des prix à nos propres chercheurs, il faut que les autres le fassent pour qu'ils sortent de l'anonymat, c'est quand même incroyable. Madame, l'abnégation dont font preuve certains de ces chercheurs et professeurs à l'université va jusqu'à l'humilité suprême, c'est-à-dire ils ne demandent même pas les prix, qu'on les mette seulement en situation de travailler, c'est-à-dire de faire des recherches. Et si vous apprenez, madame, quel est le pourcentage alloué du budget alloué à la recherche par rapport au budget national, vous allez tomber des nues, madame. C'est à combien? C'est aux alentours de 1%. Alors, on ne comprend pas chez nous l'importance de la recherche scientifique. Madame, on ne comprend pas. C'est-à-dire on veut des choses basiques, des choses concrètes. Alors que pour en arriver à ces choses concrètes, il faut d'abord que les gens travaillent avec des hypothèses, des simulations, de recherche, j'allais presque dire fondamentale. Et donc, tant qu'on n'est pas là, et ça c'est Vital Kamerhe qui nous l'a appris, tant que le savoir fondamental ne sera pas valorisé, madame, ce pays n'ira pas loin. C'est-à-dire, on aura toujours à recourir à l'expertise étrangère. Alors qu'ici, les mêmes chercheurs, la plupart sont venus de l'étranger, où ils ont fait des exploits, madame, à l'occasion de défense de leur thèse. Ils ont fait des exploits. Alors pourquoi, alors que là-bas, ils sont recherchés, une fois ici, ils deviennent, avec des salaires misérables, des conditions de travail misérables, eh bien, ils deviennent j'allais presque dire, des chercheurs marchands. Parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Non, madame, il est grand temps que demain, une politique sérieuse et rigoureuse de recherche soit mise en place. Et nous pensons que demain, si l'opposition devait arriver au pouvoir, nous allons nous donner les moyens de le faire. Parce que l'argent, madame, ça existe. Plutôt que de le faire passer par des comptes parallèles, de comptes secrets, comme l'a démontré la Cour des comptes. C'est-à-dire, lorsque vous prenez l'argent des pas de porte miniers, l'argent des redevances pétrolières, l'argent des arrangements fiscaux, vous les faites passer
C'est un détournement de fonds dans des comptes qui ne sont pas au vu et au su de tout ce monde. Lorsque vous bradez les actifs de nos entreprises minières, ce sont des crimes économiques horribles. Horribles qui mériteraient vraiment d'être poursuivis. Mais quand vous voyez, tu me tiens par la barbichette, c'est-à-dire, est-ce que je veux rappeler quand même ici que le rapport entre l'État congolais et le Fonds monétaire international se sont détériorés à l'occasion d'un contrat passé entre la GECAMINE et un tiers. C'est-à-dire, on a bradé, on a vendu à vil prix. Le contrat léonin, en fait. Oui, madame. Et vous avez entendu quelqu'un être poursuivi? Non. La Cour des comptes, lorsqu'elle fait ses constats, lorsqu'elle remet le travail à l'Assemblée, elle dit qu'il y a des fautes de gestion. La Cour des comptes épingle la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises, la DGRAD. Elle dit que ce sont des fautes de gestion, donc qui méritent des sanctions. Vous avez déjà entendu ça? Non, madame. L'impunité bat son plein. L'impunité bat son plein. C'est l'une des grandes tares de ce pouvoir kabiliste. Et nous disons, lorsque nous arriverons au pouvoir, si le peuple le veut, nous ferons en sorte que tout cela, madame... Est-ce que vous vous donnez les moyens, Jolino Makelele, de faire cette alternance pour 2016? Oui, madame, c'est le peuple qui va choisir. Nous préparons le peuple à nous écouter, à entendre la différence entre ce que ce pouvoir fait lorsqu'il fait les routes spectaculaires, c'est-à-dire quand on fait le boulevard du 30 juin, de l'ancienne gare jusqu'à Kitambo pour plus de 100 millions de dollars, et quand on fait le même boulevard, le boulevard Lumumba, de l'échangeur de métal jusqu'à l'aéroport pour près de 250, même 300 millions de dollars, quand on fait l'hôpital cinquantenaire à près de 150 millions de dollars, il y a un problème de leadership gestionnaire, madame. Donc nous disons, il y a des priorités, et là, si les gens veulent, comment dirais-je, prendre quelque chose, ça ne peut jamais être au détriment du Congolais. Or maintenant, vous savez que ni votre maman ni la mienne ne peuvent aller à l'hôpital du cinquantenaire, payer les frais de consultation du généraliste, et encore moins les frais de consultation du spécialiste. Eh bien, on a créé quelque chose pour 150 millions. Un éléphant blanc, en fait. Qui comme n'utilise Mobutu. à personne, et qui n'est utilisé par personne, sauf certains grands de ce pays, et encore, quand ils y vont, c'est pour être en escale, pour aller en Afrique du Sud. Ou en Inde. Ou en Inde. Voilà, volet éducation, démarrage du TENAFEP et remise des manuels de l'OADA à l'ESPS. C'est une étape non négligeable que les écoliers s'apprêtent à franchir. Passer de l'école primaire à l'école secondaire, devant eux, ce test. Loin d'être une barrière, il s'agit d'une évaluation. Un moment que le ministre de l'EPS a tenu à passer avec quelques élèves disséminés dans différents centres affectés à l'organisation de ce TENAFEP. Que ce soit à l'EP 1 et 2 limité, complexe scolaire Moké ou encore épée Bokele-Yale, Maker Mwango a relayé le message du chef de l'État. Nous sommes venus pour transmettre les encouragements du président de la République. Ça tombe bien aujourd'hui, c'est son anniversaire. Le représentant de la ministre provinciale de l'Éducation a quant à lui invité ces jeunes au travail. Après une inspection minutieuse des conditions et du déroulement des épreuves, Maker Mwango se dit satisfait de l'organisation. Il rassure sur les dispositions prises pour les finalistes situés en zone difficile et ceux en déplacement de leur territoire, le tout en louant l'apport des partenaires. C'est un test, ce n'est pas un examen comme tel, c'est juste pour pouvoir évaluer le niveau qu'a atteint nos enfants. Nous tenons quand même à penser à nos amis, surtout à l'Est, où il y a quand même des petits problèmes. Je crois que nous avons échangé avec les autorités provinciales au niveau du Sud Kivu ainsi qu'au niveau de la province du Nord Kivu. En tout cas, ils ont pris des dispositions pour que les enfants qui sont en déplacement puissent passer leurs tests sans problème, sans payer certains frais qui sont prévus. Ils ont pris en charge l'organisation matérielle. Et ceux qui ne peuvent vraiment pas présenter, ceux-là, je crois qu'on va organiser une session spéciale pour eux. Nous remercions aussi nos partenaires extérieurs. Nous pensons ici au HCR et les autres, et même la MONUSCO qui nous a facilité aussi le transport dans certaines zones des items.
Et avec les HCR, on a pu organiser certains tests. Nous avons suivi certains de nos enfants, de nos élèves qui sont en dehors de nos frontières. Contrairement aux années précédentes, cette année, les épreuves relatives au TENAFEP vont se dérouler en 2 jours. La première journée est consacrée au français et à la culture générale et la seconde aux mathématiques et aux sciences. Le manuel est ainsi intitulé « Droit et comptabilité OHADA ». Il a été rédigé par une équipe d'une dizaine d'auteurs dont la méthodologie d'enseignement s'adapte au droit OHADA. Le professeur Roger Massamba, président de la Commission nationale OHADA, présente les 4 parties du livre. Une première sur le droit commercial général, une deuxième sur le droit des sociétés, et ces 2 premières parties sont relativement détaillées. Une troisième sur des procédures spéciales en matière juridique. Et enfin, une dernière partie, la 4e partie, consacrée à la comptabilité, c'est-à-dire les élèves doivent désormais s'adapter au système OHADA. Droit et comptabilité OHADA cible les élèves du secondaire, essentiellement de la 5e technique commerciale. Le ministre de l'EPS a dit la volonté du gouvernement à inculquer les droits OHADA aux Congolais de les secondaires. Les manuels de droit et comptabilité OHADA que nous réceptionnons ce jour vient s'ajouter au paquet minimum de livres mis à la disposition des écoles il y a quelques années. Nous disons merci aussi à la Commission nationale OHADA et nous tenons vraiment à lui dire merci, à demander à ce que nous continuions à travailler ensemble pour que nous disponibilisions ces manuels dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Pour le ministre de la Justice, la RDC a fait un grand pas dans la vulgarisation de ce nouveau droit des affaires, même si elle est 17e pays à adhérer à l'OHADA. Nous sommes le plus grand pays de l'OHADA. Pour notre pays, l'avenir, ce sont les enfants, dont les éducateurs qui sont ici présents ont la charge d'assurer la formation la meilleure et de faire en sorte qu'ils soient les meilleurs dans l'espace OHADA, qu'ils soient les meilleurs dans notre continent. Droit et comptabilité OHADA est un manuel jusque-là imprimé en 7000 exemplaires grâce au soutien de l'Union européenne. La Commission nationale OHADA attend 10 à 20 000 autres exemplaires avec les soutiens de la France. Ce manuel sera également affiché sur le net pour permettre à un grand nombre d'y accéder gratuitement. J'ai un nom à quel le TENAFEP a eu lieu, je crois, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc c'est le prof pour le passage des élèves de l'école primaire à l'école secondaire. Hein. Donc il faut quand même qu'ils passent par là pour qu'on teste un peu leur capacité. Madame, moi, la peine que je prouve, c'est de voir dans quel état se trouve, dans quel état de déliquescence se trouve notre enseignement, notre système d'enseignement aujourd'hui. Et ça se traduit jusqu'au plus haut niveau. Madame, aujourd'hui, si vous prenez parfois, je ne dis pas tous, certains candidats à la licence qui font leur mémoire de fin d'études, à l'ingénierat ou même au doctorat, madame, vous allez, pour nous qui avons eu un passé peut-être un peu moins récent, comme étudiants, comme élèves, vous vous posez des questions de savoir si, par où ils sont passés. Parce que c'est à croire qu'ils sont la base, c'est l'école primaire. À part l'école primaire. Et pourquoi cela? Parce que l'enseignant que vous mettez à l'école primaire, lui-même, il est le fruit de cette articulation mauvaise du système éducatif. Donc, quand il a étudié des COP, il a son diplôme de COP, et tout ça, et comme il n'y a pas de boulot pour lui à la fin de sa formation, l'enseignant, c'est comme faire l'enseignement, c'est comme une poubelle. Eh bien, qu'est-ce qu'il va? Il va reproduire, c'est-à-dire tout ce qu'il n'a pas eu comme bon élève, comme bon étudiant, et donc comme mauvais, il sera mauvais professeur. Donc, les enfants suivront. Et si en plus ces enfants viennent des zones rurales, non, je veux dire des zones pauvres, des zones, oui, atteintes par une certaine pauvreté. Vous créez cette discrimination, madame, gravissime, dont les conséquences vont se retrouver au niveau les plus élevés, c'est-à-dire véritablement
Il y a discrimination entre les parents qui ont un peu d'argent, qui envoient leurs enfants dans de bonnes écoles et ceux qui n'en ont pas. Les parents qui touchent 80 000 francs, 100 000 francs, les policiers, le militaire qui va verser son sang pour le pays, l'enseignant, l'infirmière, etc. Quand ils touchent 80 000 francs par mois, madame, ces gens-là doivent payer peut-être 40 à 50 000 francs de loyer dans des conditions de promiscuité gravissimes. Les enfants, 4, 5, entassés là-bas, ils ne savent pas nourrir ces enfants. Et donc, ils doivent chercher les conditions scolaires les moins prégnantes pour eux. Et donc, quand ils y vont, ces enfants-là, puisqu'ils sont dans les mauvaises conditions, ils vont trouver un enseignant qui n'a pas été formé comme il se doit. Eh bien, le cocktail, il est molotov, madame. Donc, c'est là qu'il faut... Les conséquences, on le voit 10-15 ans plus tard. Il faut d'abord une certaine rigueur, l'autorité de l'État. L'État doit dire non à la corruption des mœurs, non à la dépravation des mœurs, non à une éducation bradée, et donc mettre les moyens. Les enseignants, vous le savez, madame, peut-être vous ne le savez pas, vous étiez trop jeune, mais c'était une fierté. À l'époque. À l'époque, madame, un enseignant n'avait rien à envier au cadre actuel. Il était là, sa cravate, il pouvait s'acheter des cravates, des chemises blanches bien amidonnées et bien repassées. Et il n'avait pas à, j'allais presque dire, aller courir après des élèves. Aujourd'hui, il y a des élèves qui rigolent avec des professeurs. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais à l'école primaire ou secondaire, monsieur, il est là, au coin, il attend que les élèves lui apportent un coca, des beignets et tout ça. Mais c'est du jamais vu, madame. Mais tout ce qui se passe chez les voisins, ça impacte un peu sur nous. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Brazzaville. On a annulé les bacs, par rapport aux fraudes, par rapport à la tricherie aussi. C'est quand même un spectacle assez flippant, qu'on puisse tricher au bac comme aux examens d'État chez nous. Moi, ma fille qui va présenter ses examens d'État a quand même eu peur. Quand même. Comment ça peut fuiter comme ça au sommet de l'État? Madame, j'ai un ami professeur d'université qui m'a dit, comme ça, il y a Jolino, si nous devrions coopter les étudiants qui sont avec nous, que nous enseignons, avec la même rigueur que celle qui nous était appliquée de notre temps, il y aura des émeutes à Kinshasa. Parce qu'il y aura probablement 15 à 20% seulement de réussites. Les autres, nous sommes appelés parfois... Vous comprenez les émeutes des élèves de Brazzaville? Mais madame... Ils ont quand même cassé pied. Je ne dis pas que je justifie cela, mais je vous dis que quand vous avez cela, et que vous prenez aujourd'hui sur le marché de l'emploi, les enfants ne sont pas en situation d'être, j'allais presque dire, prenables. Et c'est là, il y a un aspect, excusez-moi de terminer peut-être par là, et c'est en rapport avec mon interpellation de tout à l'heure, quand vous avez nos enfants, nos filles, nos jeunes garçons, qui sont occupés dans des magasins ou commerces tenus par nos frères indo-pakistanais, libanais, etc., qui travaillent de 7h à 22h, parfois à minuit. Mais la loi, selon la loi du travail, le travail devait s'arrêter à 16h? Oui, madame. 7 heures, quand vous avez un contrat, 7 heures. Il y en a qui n'ont même pas de contrat. Encore faudrait-il qu'on leur rappelle que si votre contrat verbal dépasse une certaine durée, c'est réputé être un contrat écrit. Mais quand vous voyez ça et que l'État ferme les yeux, il n'y a pas d'heure de récupération. Quand vous voyez, madame, par ailleurs, c'est dans mon interpellation également, que les industries, les grandes sociétés qui font le commerce des gros descendent à la cité pour vendre les mêmes produits pour lesquels ils ont une licence ou un registre de commerce pour vendre en gros, mais ils viennent concurrencer nos petits commerçants à la cité et l'État ne fait rien. Non, madame, c'est la déliquescence de l'État. Nous allons mettre fin à tout ça. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le SINAMED, par rapport au projet de maison à octroyer aux médecins et par la sortie d'une nouvelle revue Grâce Monde. Les sourires sont sur toutes les lèvres des blouses blanches membres du SINAMED qui se sont déplacés vers leur cité en construction. Sur place, la satisfaction est totale car les travaux avancent à pas de géants. Les premiers lots de livraison des 50 maisons pourront avoir lieu incessamment, comme l'a confirmé Makoy Badjoki, secrétaire général du SINAMED. Les papiers, c'est bon.
Mais voir ça de visu, c'est bien. Parce qu'à un certain moment, on se disait que c'était des maisons pas tellement bien, ainsi de suite. Et je crois que vous aviez demandé l'impression de médecins et même ils ont donné leur impression. Nous les avons amenés pour voir parce que, si Dieu le veut, en moins de 6 mois, je crois qu'on va commencer à remettre les premières maisons à leurs propriétaires. Confirmation faite après visite de 5 types de maisons en construction allant de 3 à 7 pièces par les membres du SINAMED, tout en ayant toutes les explications possibles auprès du concessionnaire. Par rapport aux médecins qui n'y croyaient pas à ce projet, nous leur lançons un message et de pouvoir s'engager, c'est une réalité. Un médecin doit disposer d'un logis qui est confortable, décent, pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions aussi, pour pouvoir exercer l'art de guérir. Docteur, membre du SINAMED et professeur à l'université, le professeur Kabongo dit sa satisfaction car la maison vaut plus que le bien roulant. Je suis souscripteur, j'ai choisi le type 4. Nous pensons qu'investir dans la maison, c'est mieux que dans une voiture ou dans un avion. Notons que la dite cité des médecins abritera en son sein une école primaire et secondaire, un centre commercial, un hôpital, bref, tout ce qui donne vie à une cité moderne. Plusieurs personnalités ont répondu présent à l'invitation de Grace Monde. Première revue lancée et bonne impression pour les invités. La seule chose que je peux dire merci et dire à ma femme que je suis très fier de toi. Tu nous as tous épatés. Bonne chance, félicitations. Grace Monde est une revue qui comprend plusieurs rubriques, santé, mode, musique, etc. Pourquoi avoir créé cette revue, une de plus dans l'espace médiatique congolais? Les organisateurs nous donnent ici leurs objectifs. Le choix du nom, Grace Monde, ça n'a rien à voir avec mon prénom. Donc c'est par rapport à ce que je suis en train de transmettre dans le magazine, c'est par rapport à ça que je vais baptiser ce nom-là. Ça n'a absolument rien à voir avec mon nom, c'est par rapport à ce que je vais faire. Tout ce que vous allez trouver dans ce magazine, c'est pour vous sentir de plus en plus mieux. C'est par rapport à ça que j'ai plutôt créé. En fait, vous sentez, vous avez besoin de vous sentir un peu plus mieux dans l'esprit. Et j'ai essayé un peu de réunir tout ce qui nous rend heureux. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai trouvé ce qu'on cherche chacun de nous. Bienvenue donc à Grace Monde et longue vie. La revue est aussi sur ligne www.gracemonde.cd. Géno Makelele, on a vu maintenant que le syndicat des médecins s'est battu pour que quand même les médecins aient des invitations quand même assez décentes pour ce corps de métier quand même. C'est quand même une fierté pour les médecins. Oui, madame, j'aurais souhaité... Un projet social vraiment tenu... J'aurais souhaité que ce fût pareil pour chaque corps de métier. Notre corps de métier, madame. Vous avez les enseignants qui ne peuvent pas accéder à des logements sociaux. Vous avez... Nous-mêmes les journalistes d'ailleurs. Les journalistes, merci de me le rappeler. Les journalistes, vous avez les magistrats, vous avez plein de gens. Cette politique-là, ça doit être la politique gouvernementale de bâtir des maisons à caractère social pour la population. Ça se fait ailleurs, des HLM en Europe par exemple. Pourquoi nous, on n'a pas cette politique des habitations sociales pour les travailleurs, pour les Congolais à revenus moyens? Madame, je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend, mais vous me ramenez toujours à l'interpellation que j'ai faite à l'égard de monsieur le gouverneur. Je pose cette problématique. On a claironné, Urbi et Torbi, qu'il y aurait des logements sociaux dans la ville de Kinshasa, que les petits peuples accéderaient à la propriété. Mais on ne voit rien. Chaque fois que vous voyez poindre des logements qu'on pourrait qualifier des logements sociaux, ce ne sont pas les petits peuples, c'est pas le petit peuple qui y va, ce sont les gros qui s'accaparent de ces appartements. Et donc, c'est une politique vigoureuse et déterminée qu'il faut avoir, et pas égoïste dans cette matière, parce que généralement, quand vous voyez ce genre de camp, vous allez voir que celles des autorités qui ont pris ces initiatives sont les premiers propriétaires
des appartements de ce coin. Et moi, je ne peux pas accepter cette injustice-là. Le petit peuple souffre. Il appartient à l'État de veiller à ce qu'on dégage un peu les enseignants, les moniteurs, les médecins, les policiers des contraintes qui les affectent. Par rapport à la nouvelle revue, c'est vrai que lire en République démocratique du Congo, c'est un luxe. Les revues coûtent excessivement cher. Mais grâce monde, la nouvelle revue dans l'espace médiatique congolais offre quand même 3 mois de gratuité par rapport à ces revues pour permettre quand même à la Congolaise et aux Congolais de lire. Par rapport à la lecture, Jolino Makelele, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui les jeunes lisent beaucoup, même les jeunes aujourd'hui? Madame, c'est vraiment une tare. C'est un des grands échecs de ce pouvoir, de ne pas avoir veillé à ce que le savoir puisse se trouver là où il faut. Aujourd'hui, madame, si vous interrogez les enfants des écoles primaires, souvent d'ailleurs des écoles publiques, des secondaires et même des universitaires, vous serez surpris d'apprendre qu'aucun de ceux qui seront diplômés à l'université aujourd'hui n'a lu de bout en bout un petit roman. Même policier, rien du tout. Et pourtant, c'est là le siège de la connaissance. Connaissance, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire le vocabulaire, c'est-à-dire la grammaire, c'est-à-dire la culture générale. Et tout cela, c'est difficile. Parce que ces jeunes gens, et même les journaux, vous vous rendez compte, vous êtes journaliste, vous devez être solidaire un peu de vos amis, confrères de la presse écrite. Les journaux, madame, si avec beaucoup de fautes français vous pouvez très bien, même les étudiants qui font le journalisme, s'ils ne vont pas en bibliothèque, mais ils ne savent pas s'acheter un journal. Ça coûte cher, madame, un journal qui coûte 1500, 2000 francs aujourd'hui, par rapport à un étudiant qui doit payer 2000, 3000 pour aller à l'université ou à l'école, dont les parents touchent 80 000 francs, madame. C'est tout cela qui forme cette déliquescence de l'État à laquelle il faut donner une solution. Nous allons terminer, Jolino Makelele. C'est vrai que moi je poste toujours sur le net de l'invité que je reçois. Plusieurs questions ont fusé parce que vous êtes venu en retard et je le martèle encore. Donc les questions des internautes sont passées à côté. Mais une question m'a quand même tiqué. Un internaute m'a dit de vous poser carrément cette question. Quand est-ce que Vital Kamerhe écrirait encore pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila? Parce qu'il a écrit une fois pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Vous pouvez répondre à cette question? Avec beaucoup d'aisance, madame. Vous savez, Vital Kamerhe, il est de la trempe de ceux qui disent des choses et qui assument les choses. Aujourd'hui, je suis heureux de faire ce parallèle entre lui et le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a été un des grands auteurs, sinon les co-auteurs du manifeste de Lansele, qui prenait un parti-État, avec des courants certes, mais un parti-État. Vital Kamerhe a dit que la candidature de Joseph Kabila, c'était la bonne pour le pays. Et pourquoi il a choisi le président Joseph Kabila. Mais si au fil du temps, vous constatez que le choix que vous avez fait, ou l'image que vous aviez de celui que vous avez éventuellement encensé ne correspond plus à la réalité. Madame, lorsque le président Vital Kamerhe constate qu'on veut faire plaisir aux Rwandais pour qu'ils entrent au Congo sans que le Parlement ne soit consulté comme cela est prévu dans notre Constitution. Lorsqu'il dit non, moi je ne peux pas accepter cela, et que le pouvoir en place dit non, il faut trouver un accord, sinon les Rwandais nous combattront toujours. Vital Kamerhe se dit qu'il y a un problème d'autorité de l'État. Lorsque Vital Kamerhe constate que le contrat minier brade la République et qu'il demande que ce soit examiné au niveau du Parlement parce que trop d'intérêt en jeu, et que vous le mettez à côté. Lorsqu'il constate que les droits des humains sont bafoués, que vous pourchassez les tenants du Bundudia Congo en les tirant à bout portant, lorsqu'il constate tout cela, et lorsque par ailleurs, président de l'Assemblée nationale, il essaie d'être l'église au milieu du village, en donnant la parole à l'opposition pour que la majorité se saisisse un peu de ce qu'il fait. Lorsqu'il fait tout cela, madame, et qu'il constate que le pouvoir en place constate qu'il ne fait pas les choses. Donc, en d'autres termes, lorsque tout ce qu'il est en train de faire est aux antipodes de ce qu'il a pensé qui serait fait, madame, il a le droit librement de changer. Mais est-ce que vous avez besoin d'un écrit du président Tshisekedi pour dire pourquoi je ne suis plus d'accord avec le manifeste d'Ansele, pourquoi je suis d'accord? Et encore, le président Tshisekedi, lui,
un homme, j'allais presque dire, mature, il a été voir le président Mobutu, même à Nice. Vous vous rendez compte, à la fin du mandat. Mais ça n'a pas changé le président Tshisekedi. Il est resté le même homme déterminé, l'opposant qui nous a amené à la démocratie. Voilà, nous sommes presque... Quelle chance donnez-vous, vraiment en quelques poussières de secondes, à ce processus électoral? Nous sommes à la fin. Non, je dis le processus électoral, le gouvernement n'y croit pas, madame. Parce que quand vous avez le Premier ministre Matata qui demande à ses ministres de n'engager que les dépenses essentielles liées au fonctionnement, et il justifie cela en disant les recettes fiscales n'entrent pas comme il se doit. Quand vous avez le ministre des Finances qui rabroue les responsables de la DGI, DGDA, parce que les assignations ne sont pas atteintes, donc l'argent n'est pas là. Et donc, le budget ne sera pas de l'ordre de 9 milliards comme on l'a toujours prétendu, il sera en dessous de 5 milliards. Ce gouvernement ne peut pas sortir 800 millions pour faire les élections. Donc, nous avons pris ce gouvernement à son propre piège. Le gouvernement, quand il a ce pouvoir kabyliste, quand il a appris que l'opposition n'allait pas aller boycotter les élections, et s'est dit, ah, Banco, nous allons le prendre au dépourvu, c'est-à-dire nous allons organiser quand même ces élections, vaille que vaille, quitte à ce que par la suite, après qu'il soit arrivé à contester, nous aurons alors à discuter transition, on sera 2016. Nous avons pris au dépourvu, nous avons déposé quand même nos candidatures, mais en maintenant cette liberté de ne pas éventuellement participer au vote, ce qui était un piège que les Quinois appellent prise de finition. Mais ça ne marchait pas. Et donc, comment dire, ils disent encore... en Lingala, c'était le Nzombo le soir, mais ça ne marche pas à tous les coups. Voilà, mesdames et messieurs, merci donc à Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe, d'être passé à la barre. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Skype et autres. Merci à toute l'équipe technique et encore un grand merci à tous ceux qui me suivent à la télévision. Merci pour vos remarques et suggestions et je serai avec vous le dimanche prochain avec le même plaisir, sinon pas plus, Inch'Allah.